Bonjour Christelle. Euh, Alors Christelle, nous arrivons au 114e SITREP, hein, ça commence à faire tous ces SITREP. Et nous sommes le 10 novembre, nous avançons progressivement et doucement vers la fin de l'année. Ça n'a pas une grande incidence sur la situation sur le front, même si le nombre de violations a quand même sensiblement diminué. Il faut toujours se méfier quand même parce qu'on est à un haut niveau de provocation de la part de l'armée ukrainienne. Ouais, et puis bon, surtout avec les élections qui arrivent, il y a quand même des craintes de... voilà, pour l'instant, ils se cantonnent à des piratages. Là, j'ai vu qu'ils avaient piraté la boîte mail de Novorossiya TV pour envoyer des mails appelant au boycott des élections. Enfin, des conneries comme ça, quoi. Donc, bon, ça, le MGB ici nous avait prévenu qu'ils allaient tenter de... les Ukrainiens de mettre le bazar dans nos élections qui ont lieu donc demain, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc là, il y a des tentatives, en gros, de foutre le bordel, quoi. On s'y attendait. D'où l'intérêt de faire des votations sans machine électronique. Ah oui, non, nous on est au tout papier, on fait ça à l'ancienne. Voilà. Donc, oui, d'un point de vue militaire, en tout cas, du 3 au 9 novembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 116 reprises, donc moins que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 11 obus de 122 mm, donc on a le retour d'artillerie, ça par contre, c'est quand même pas top. Ouais. 108 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à moins que la semaine passée. Et si on rajoute tout le reste, donc véhicules du combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on atteint un total de 1099 munitions, donc on est à un tiers de moins que la semaine passée. Il faut y rajouter les 22 violations et 85 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, dont 4 tirs d'obusier de 152 mm sur le centre Volvo de Donetsk, donc qui est à côté de l'aéroport. Donc, ça, c'est pas top quand même. Ouais. Moins de violations, moins de munitions, mais on recommence à ressortir la grosse artillerie. Donc, oui, puis enfin, les dernières 24 heures, c'est quand même 22 violations. Donc, ça, c'est pas une réduction, niveau, ça, Non, c'est le nombre de munitions. Alors, en fait, quand ils tirent avec la grosse artillerie, j'ai remarqué, en fait, ils tirent moins. Ouais. Donc il y a moins de munitions. C'est-à-dire t'as pas beaucoup moins de violations, mais t'as moins de munitions tirées. Par contre, généralement, là quand tu vois une grosse baisse, généralement c'est là qu'ils ont utilisé l'artillerie de 122 et puis là celle de 152 mm, donc c'est quand même pas du petit calibre. Ah bah non. Ces tirs ont touché 19 localités de la République. Donc suite aux tirs, cette semaine un soldat de la RPD a été tué, ce qui nous fait en RPD depuis le début d'année 149 morts. Eh bien. Ouais, ça fait quand même pas mal. En RPL, il y a eu un civil qui a été tué par des bombardements à Zolotoye cette semaine. On a eu 4 habitations et une ligne électrique qui ont été endommagées en RPD. 3 drones ukrainiens ont été abattus cette semaine et un a été détruit au moment en fait où il larguait sa charge. Il a mal fait sa manip et il s'est autodétruit, quoi. Bah, tant mieux. C'est pas mal. Il y en a eu un qui a été récupéré en assez bon état pour extraire la vidéo justement du moment où il largue sa petite cochonnerie. Donc on mettra une petite photo pour montrer et puis on mettra en description le lien vers la vidéo qui a été transmise par la milice populaire de la RPD. Donc c'est sympa, vous voyez le drone en train de larguer sa petite cochonnerie sur une maison civile. Mais c'est bien parce que ça fait partie des preuves maintenant. Oui, ça a été porté au dossier concernant les crimes de guerre de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Pour rester justement sur l'armée ukrainienne, on a reçu des chiffres sur les pertes hors combat réelles depuis le début du conflit. Elles sont en train de fuiter dans la presse d'opposition ukrainienne en ligne. Ainsi le site Voix de la Vérité, donc Golos Pravdy, qui est un site ukrainien, a dévoilé des chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec les chiffres officiels de Kiev, le tout étayé par des photos d'un rapport officiel confidentiel. Ainsi, alors que Anatoly Matyos, donc le procureur militaire ukrainien, avance timidement un chiffre de 2700 pertes hors combat, semble-t-il, pour cette année-ci. Le rapport officiel transmis au procureur général ukrainien, donc Yuri Lutsenko, montre des chiffres très différents, avec un total de 17 793 pertes hors combat entre avril 2014 et le 31 août 2018, dont 5 278 morts. La plupart des morts se trouvent chez les forces armées régulières, donc l'armée ukrainienne, avec 4379 morts, 483 dans la garde nationale, 205 dans le service des frontières et 56 au sein du SBU. Donc même le SBU est frappé par... C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait une telle
un tel désamour hein, pour l'armée ukrainienne de la part des jeunes qui soit se suicident, soit surtout prennent la poudre d'escampette. Hein. Ouais. Les causes les plus fréquentes de pertes en dehors des maladies sont les suicides, les meurtres entre combattants et le mauvais maniement des armes. Je suppose en état d'alcoolisation avancée. Ça fait un truc énorme, hein, parce qu'il y a quand même 150 000 soldats au total maximum sur le front. Ouais, enfin à peu près 100 000 ici, quoi. Ouais. Ça fait un gros trou hein, quand même. Hein. Ça fait 17% de pertes hors combat, enfin presque 18, quoi. Ouais. Ça fait un beau score, quoi. Et même d'après les soldats ukrainiens qui sont mentionnés par ce site Voix de la Vérité, les chiffres officiels des pertes doivent être au moins multipliés par 3. Donc, parce que le rapport qu'ils mettent, les photos du rapport qu'ils mettent, c'est un rapport officiel. Mais ce que les soldats disent, c'est qu'entre ces chiffres-là et la réalité, tu peux encore multiplier par 3. Donc, oui, c'est pour ça que c'est une hémorragie. Hein. C'est vraiment... complet. C'est vraiment catastrophique pour eux. On va parler des accords de Minsk et entre autres des discussions à Minsk, puisqu'en matière de sabotage des discussions des groupes de contact qui ont lieu dans la capitale biélorusse, l'Ukraine fait preuve d'une inventivité sans pareil, puisque je rappelle que depuis 4 ans quand même, Kiev nous a fait déjà démonstration de son inventivité, hein, parce que en 4 ans, ils nous ont réinventé sans cesse de nouvelles façons de s'aborder les discussions des groupes de contact qui sont, je le rappelle, censés permettre la mise en œuvre des accords de Minsk que l'Ukraine a signés. On a eu droit aux envois de représentants sans mandat clair ou sans autorisation de signer quoi que ce soit, refus de ces derniers de venir, changement de sujet de discussion pour ne surtout pas aborder les thèmes prévus dans l'agenda et même changement régulier de représentants pour obliger à recommencer les mêmes négociations sans fin. Bon, après tout ça, moi je pensais quand même qu'ils avaient épuisé la liste des options disponibles, tu vois, qu'ils avaient atteint le fond, quoi. Ben non, ils en ont inventé une nouvelle. Donc le 6 novembre, il y avait des discussions à Minsk, hein, et donc en plus d'utiliser une fois de plus la bonne vieille technique on parle de toute autre chose plutôt que des sujets qui sont prévus. Hein, donc là, ils ont refusé de parler d'autre chose que des élections qui ont lieu demain. Hein. Oui, forcément. Hein. Là, ils nous ont inventé une nouvelle technique d'esquive. Ils ont dû s'inspirer chez Perceval et Caradoc, je sais pas. Ils nous ont envoyé un représentant pour assister à 2 groupes de contact qui se réunissent au même moment. Ubiquité power, tu vois. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est bien parce qu'ils montrent à quel point ils sont perfides, hein, à quel point ils sont pourris ces gens. Ah, puis qu'ils en ont rien à foutre d'appliquer les accords de Minsk. Parce que, oui, non, mais je veux dire, c'est des éléments qui s'accumulent, ça, parce que dans l'histoire, après, quand les historiens vont faire l'analyse de la situation, tous ces éléments-là vont s'accumuler, donc ils pourront pas nier les évidences bientôt. Non, ça c'est clair. Le tout en plus avec un mandat plus que limité qui lui permettait pas de discuter de grand-chose. Voilà, je rappelle, c'est ce que l'Occident appelle l'application des accords de Minsk par l'Ukraine. Moi, je trouve que c'est quand même une vision fascinante des choses, quand même. Hein. La novlangue occidentale, c'est magique, quand même. Hein. Je rappelle, la guerre, c'est la paix, l'esclavage, c'est la liberté, et s'aborder les négociations, c'est appliquer les accords de paix. Ouais. Ils ont vraiment une vision fascinante des choses en Occident. C'est du foutage de gueule, hein, ça c'est clair. Oui, complet. Bon, bien entendu, ces 2 techniques de sabotage ont malheureusement porté leurs fruits, hein, puisque dans de telles conditions, c'était pas possible de mener des discussions réellement constructives, avec un seul représentant ukrainien, à la fois pour le sous-groupe de contact économique et le sous-groupe de contact humanitaire. Impossible de discuter à la fois de l'échange de prisonniers et de la reconstruction du pont de Stanitsa-Luganskaya, hein, qui, je rappelle, est le seul point de passage entre l'Ukraine et la RPL, et qui est donc un pont effondré, qui est impraticable pour les invalides et les personnes âgées, créant régulièrement des problèmes. Hein, parce ils l'ont rapiécé le pont, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas la place pour passer une voiture. Non, tu peux pas. Les gens sont obligés de passer à pied. C'est vraiment une catastrophe. Le travail dans d'autres groupes comme celui dédié à la sécurité, ça n'a pas été plus constructif, hein, puisque l'Ukraine a rejeté la proposition de l'RPD et de l'RPL de relancer le processus de désengagement des forces dans le Donbass. Donc, je rappelle, il y avait 3 points sur la ligne de front qui devaient être des zones pilotes pour le recul des troupes et des équipements militaires. L'Ukraine a complètement sabordé Stanitsa-Luganskaya, entre autres, qu'elle n'a jamais appliqué, et Petrovskoye, où ils n'arrêtent pas de prétendre qu'ils ont avancé dans la zone grise. Donc, vous faites l'inverse de ce qui est signé, quoi. C'est bien. Ça n'a pas fait plus tiquer que ça, l'OSCE. Oh bah.
Le Voilà. contraire aurait été étonnant. Hein. Alors que je rappelle quand même que ce désengagement des forces sur ces 3 zones pilotes est le prérequis pour ensuite étendre ce désengagement à l'ensemble de la ligne de front, et qui lui-même est un point majeur des accords de Minsk qui conditionne l'application de plusieurs autres points, dont les points politiques. Donc tant que ça c'est pas réglé, on va pas avancer, quoi. C'est ça, quoi. Bon, moi, cette absence de réaction de l'OSCE, de mon point de vue, c'est assez, enfin, ça augure rien de bon quand même. Surtout que le nouveau chef adjoint de la mission a été présenté lors de cette même réunion des groupes de contact à Minsk, hein, donc, puisque Alexander Hoog a quitté son poste le 31 octobre 2018 après 10 ans passés au sein de l'OSCE. Il avait atteint le maximum. Hein, t'as pas vocation à faire carrière ad vitam au sein de l'OSCE. Bah, heureusement, hein, à la limite, parce que si vraiment tu tombes sur un type qui est vraiment pourri, il vaut mieux quand même s'en débarrasser avant. Vu par qui ils ont remplacé Hook, je suis pas sûr qu'on ait gagné au change. Oui, c'est possible. Il s'agit d'un Britannique, ancien commando britannique, Mark Etherington. Ah oui, bah oui, là, dans ce cadre-là, effectivement, ça serait. Entre le Suisse allemand et lui, je suis pas sûr qu'on ait gagné. Non. J'ai bien peur qu'il soit bien parti quand même pour se hisser au même niveau, si ce n'est plus, en termes de réputation, d'inutilité et de complaisance envers Kiev que son prédécesseur. C'est le risque, élevé même. La seule satisfaction à l'issue de cette réunion, ça a été le fait que la demande de l'Ukraine de condamner les élections qui doivent avoir lieu en RPD et en RPL le 11 novembre a lamentablement échoué. Hein, ils n'ont pas réussi à obtenir un vote là-dessus. Et donc la question que je me pose, moi, désormais, c'est qu'est-ce que Kiev va inventer après que les élections aient eu lieu pour perturber encore une fois les prochaines discussions qui auront lieu à Minsk le 22 novembre. Les paris sont ouverts. Voilà. J'ai des gens qui ont déjà renoncé à parier en disant qu'ils sont pas à la hauteur en termes d'inventivité, en termes de conneries, et qu'ils risqueront même pas un euro là-dessus. Ouais, mais c'est des pieds nickelés. C'est sûr que, à mon avis, ils ont des capacités intellectuelles limitées. Hein. En termes d'inventivité, pour inventer des conneries comme ça, là, par contre, ils font preuve d'une intelligence sans borne. Hein. C'est assez effrayant. Je suis pas sûr que le qualificatif intelligence soit tout à fait approprié. Ils sont créatifs, on va dire ça comme voilà, ça. Voilà, exactement. Et puis, puisqu'on parle de ces élections, alors que les États-Unis sont les premiers à hurler à l'ingérence russe dans leurs élections pour salir la Russie, là, ils nous ont démontré de manière magnifique quand même qu'ils font eux-mêmes ce qu'ils dénoncent chez les autres. Hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. La nouvelle devise des États-Unis. Le tout est parti d'un post publié par l'ambassade américaine à Kiev sur Twitter, hein, mercredi. Et donc, on mettra un petit screenshot dont je vous fais la traduction. Alors que l'Ukraine prend des mesures positives pour promouvoir la paix, la Russie alimente le conflit en organisant de fausses élections. Les résidents de l'Est de l'Ukraine devraient boycotter ces élections, entre guillemets, qui ne sont conformes ni aux accords de Minsk, ni à la loi ukrainienne. Alors, le petit truc amusant, c'est que ce tweet a été écrit en anglais, et après, ils ont fait une version en ukrainien. Ils n'ont pas fait de version en russe. Alors, je rappellerai au trou du cul de l'ambassade américaine à Kiev que ici, les gens sont majoritairement des russophones natifs. Et que si vous voulez leur faire passer un message, petite astuce hein, d'une personne qui a travaillé dans un département marketing et communication pendant quelques années, adressez-vous à la langue des personnes à qui vous vous adressez, dans la langue natale. Ça marche mieux. Hein, que leur parler dans une langue étrangère, il y a peu de chances que le message... Je pense que le problème, c'est que la culture générale des Américains fait défaut, hein, même à haut niveau. Hein. On a vu ça dans les médias où certaines villes étaient nommées à des endroits où elles n'existaient pas, en fait. Hein. Ça, j'avais déjà vu. Les cartes sur les médias américains sont souvent assez fun. En tout cas, si on analyse après le contenu en lui-même, hein, en dehors de la forme, déjà, la première partie de la première phrase... Moi, je me suis pincé pour vérifier que j'étais bien réveillé, parce que c'est bien une chose que l'Ukraine ne fait absolument pas, c'est bien de promouvoir la paix, comme on a pu le voir dans le point précédent concernant l'application des accords de Minsk. Hein, oui, ça fait 114 sitrep qu'on n'arrête pas de le dire. Hein, entre les bombardements délibérés de civils, l'utilisation de drones pour larguer des engins explosifs ou des munitions, que ce soit sur les soldats ou les civils. Hein, donc, je rappelle donc la fameuse petite vidéo qu'on vous mettra en lien. Hein, sabotage complet des négociations qui ont lieu à Minsk. Je veux dire, quand on voit ça, si ça c'est prendre des mesures positives pour promouvoir la paix, ben moi je suis la reine d'Angleterre, quoi. Je confirme, tu n'es pas la reine d'Angleterre. Non, c'est pas de couronne là au-dessus de la tête. Non plus.
Voilà. La suite du poste, c'est au même niveau stratosphérique de débilisme, puisqu'ils prétendent que la Russie alimente le conflit en organisant de fausses élections. Bon, déjà, c'est pas la Russie qui organise, c'est les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, à moins que l'ambassade américaine de Kiev ne considère que les RPD et les RPL font déjà partie de la Russie. Oui, vu comme ça, oui, ça peut être... Ça peut donner lieu à des petites interprétations intéressantes, que si tu commences à lire entre les lignes comme ça. Bah, c'est un aveu d'échec, dans un sens. Non. Oui, quelque part. Ensuite, concernant ces élections organisées, je vois pas en quoi elles seraient de fausses élections, puisque je rappelle que les candidats ont quand même dû passer par des critères de sélection qui correspondent à ceux fixés par la Constitution et les lois des deux républiques. Les gens voteront selon leur choix, dans le respect des standards de l'OSCE. Le tout sous surveillance de plus de 90 observateurs étrangers dont je fais partie. Si ça c'est pas des élections légales et vraies, je sais pas ce que c'est. La fin du message, quant à elle, n'est qu'une répétition de la litanie lénifiante de l'Ukraine et de ses patrons occidentaux sur le fait que les élections ne seraient pas conformes aux accords de Minsk et à la loi ukrainienne. Bon, concernant le dernier point, c'est un peu logique, vu que je rappelle que les RPD et les RPL sont indépendantes de l'Ukraine, elles se sont séparées. Je rappelle le référendum. Ils sont pas au courant. C'est peut-être ça. Ils sont pas au courant, ça doit être ça. Donc je vois pas en quoi les deux républiques devraient se plier à la loi ukrainienne tant que les accords de Minsk ne sont pas appliqués par Kiev. À force de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, je rappelle que tant que l'Ukraine n'applique pas les accords de Minsk, elle ne peut pas revendiquer le fait que sa loi doive s'appliquer sur ses territoires. Fin de l'histoire. Et concernant les accords de Minsk eux-mêmes, je l'ai déjà dit, ces élections n'enfreignent absolument pas ces accords puisqu'ils ne parlent que des élections municipales. Les élections locales. Il ne parle absolument pas des élections des députés et du chef de l'État. Ça serait quand même bien que les employés de l'ambassade américaine à Kiev apprennent à lire avant d'écrire de telles âneries. Mais alors, ce qui a choqué le plus, bien entendu, dans ce tweet, c'est l'appel au boycott des élections. Ça, je rappelle, c'est quand même de l'ingérence dans le processus électoral d'un pays étranger. Oui, ça, c'est... Malheureusement... Ça n'est pas une nouveauté de la part des Américains. Pour les États-Unis. Moi j'aimerais bien leur demander au nom de quoi les États-Unis sont habilités à dire aux habitants de Donbass qu'ils doivent faire ou non. Le Donbass serait-il devenu par miracle le 51e État américain? Pas que je sache aux dernières nouvelles. Dieu nous en préserve, je dirais. Dieu nous en préserve. Merci donc à l'ambassade américaine à Kiev de nous épargner ces ordres. Ça serait peut-être bien que les États-Unis comprennent une bonne fois pour toutes que le Donbass c'est pas le reste de l'Ukraine, c'est pas parce qu'à Kiev ils font tout ce que Washington leur dit que le Donbass va faire pareil. On n'en a rien à foutre de ce que vous pensez et de ce que vous pouvez raconter. Je rappelle que le Donbass a clairement exprimé sa volonté de quitter l'Ukraine de manière démocratique via un référendum le 11 mai 2014 et qui compte bien faire entendre sa voix de nouveau de manière démocratique le 11 novembre 2018 pour élire ses gouvernements et ses parlements. Je rappelle quand même que le vote, c'est la base de tout système démocratique et qu'appeler à boycotter les élections, c'est quand même marqué un beau manque de respect pour la démocratie. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la ministre des Affaires étrangères de RPD, Natalia Nikonorova. Comme on le voit, la mascarade organisée à l'ONU, dont on avait parlé la semaine dernière, n'a pas suffi à calmer la crise d'hystérie qui s'est emparée de Kiev et de ses patrons devant ce qui est quand même l'expression même de la démocratie, de la voix du peuple. Faut quand même que ces gens-là soient terrifiés par ce que le peuple du Donbass va exprimer pendant ces élections pour piquer ainsi des crises à rallonge. Je rappelle que quoi qu'il en soit, demain, donc les habitants de l'RPD et de l'RPL iront voter pour élire leurs députés et leur chef de l'État et redire une fois de plus, 4 ans et demi après le référendum d'indépendance, que le Donbass est libre, indépendant et qu'il n'obéit qu'à une seule voix, celle de son peuple. Ça change des autres pays, entre autres occidentaux. Je fais une petite parenthèse quand même, parce que la soi-disant démocratie exemplaire américaine, il faut quand même rappeler que depuis pratiquement les origines, c'est soit républicain, soit démocrate. J'appelle pas ça de la démocratie, moi. Non, c'est ça. Il n'y a aucune place pour un tout autre parti. Donc c'est vraiment... en tout cas, en Ukraine, dans une diatribe qui tient plus de la folie furieuse que du discours d'un dirigeant sensé, Petro Poroshenko a qualifié les représentants de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou de représentants de l'église orthodoxe de Russie, carrément, et a exigé qu'ils quittent le territoire ukrainien, un discours prononcé lors d'une conférence internationale. Il nous a sorti: l'église orthodoxe de Russie est un élément du système politique russe. Qu'il a dit Poutine. Il a déclaré que la Russie repose sur 2 piliers, l'église orthodoxe russe et les armes nucléaires. Alors, le petit truc assez rigolo, pour ceux qui connaissent un peu la langue russe, c'est qu'au lieu d'utiliser l'adjectif Russkaya pour qualifier l'église orthodoxe de russe, Poroshenko a utilisé en début de phrase l'adjectif Rassiskaya,
qui s'utilise pour qualifier ce qui a trait à l'État russe. Par exemple, la Fédération de Russie, on dit Rossiyskaya Federatsiya, on ne dit pas Russkaya Federatsiya. D'où le fait que je l'ai traduit par Église orthodoxe de Russie plutôt que Église orthodoxe russe, pour bien marquer le côté étatique. Par contre, quand il cite Poutine, il utilise bien l'adjectif Russkaya pour qualifier l'Église orthodoxe. Donc, niveau cohérence, dans la même phrase... c'est la mauvaise foi, hein. C'est-à-dire que là, tout est possible, hein, du moment que ça atterrisse sur ses quatre pattes, dans sa logique, hein, forcément. Dans sa tête. Ensuite, il s'est lancé donc dans une diarrhée verbale contre l'Église orthodoxe russe qui serait, selon lui, présente en Ukraine. Il a dit: est-il normal que le Kremlin réunisse en urgence le Conseil de sécurité russe sous la direction de Poutine, avec comme question à son agenda comment protéger l'Église orthodoxe russe en Ukraine? Mes chers, vous n'avez rien à faire ici, rien à faire avec votre Église, avec vos forces armées, rien à faire avec vos armes, rentrez chez vous en Russie. Bon, déjà, je passerai sur la divagation concernant la présence de l'armée russe en Ukraine. Hein. C'est du délire paranoïaque psychotique qui n'a rien à voir avec la réalité. On attend toujours les photos, hein. On attend toujours les photos satellites, les preuves visuelles. Hein. Il n'y en a aucune jusqu'à présent. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, même la partie qui concerne l'Église orthodoxe, c'est du délire, hein, comme l'a d'ailleurs très bien répondu l'Église orthodoxe russe elle-même, hein, parce qu'il n'y a pas d'Église orthodoxe de Russie en Ukraine. Il y a une Église orthodoxe ukrainienne qui dépend du patriarcat de Moscou, mais qui dispose d'une très large autonomie avec son propre métropolite. De plus, quand la Russie a voulu défendre l'Église orthodoxe canonique en Ukraine, elle avait été très claire sur le fait que ça se ferait par la diplomatie et les moyens politiques. Il n'y a jamais eu de menace de déclencher une guerre pour régler le problème. Et rajoutons à cela que le métropolite Onufre, comme le reste de son clergé, est né en Ukraine. Je ne vois pas pourquoi il devrait quitter son pays natal. Oui, c'est ça, c'est-à-dire Poroshenko fait fi de réalité pour que ça corresponde à son discours, c'est tout. Faut qu'il enlève les petites lunettes roses et puis qu'il arrête de bouffer ses chocolats surtout. Alors bon, on pourrait se demander à quoi rime cette énième crise d'hystérie de Poroshenko. Pourquoi désigner le métropolite Onufre et ses hiérarques comme des représentants de l'Église orthodoxe de Russie qui ne sont pas. Comme l'a très bien analysé Karine Béché-Golovko, il s'agit de présenter en fait les hiérarques de l'UOCMP comme des agents de Moscou pour justifier les futures persécutions à leur encontre. Donc les présenter pas seulement comme des agents russes, mais comme des agents de l'État russe, d'où l'utilisation de ce qualificatif Rossiyskaya, pour bien marquer que l'UOCMP n'est pas seulement lié à la Russie, mais à l'État russe et donc au Kremlin. Enfin, c'est des agents de Poutine. Hein, c'est l'évolution de la situation, enfin de la volonté des guignols qui dirigent à Kiev est extrêmement dangereuse. Hein, extrêmement dangereuse. Là, il faut voir que c'est une porte grande ouverte vers une épuration ou une guerre civile. Hein, religieuse, oui. Ouais. Alors pourquoi ces volontés de persécution? Eh bien tout simplement parce que l'Église canonique refuse de se plier aux injonctions des autorités ukrainiennes de faire partie de cette fameuse mascarade pour l'octroi de l'autocéphalie. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu un accord signé en grande pompe par Poroshenko et le fameux patriarche de Constantinople, Bartholomé. Mais cet accord contient une petite clause qui pourrait tout faire foirer si l'UOCMP joue pas le jeu. Une petite clause que Poroshenko n'a pas mis en avant quand il s'est vanté d'avoir signé cet accord avec Constantinople et de dire oui, d'ici la fin de l'année on aura l'autocéphalie. Sauf que c'est un point qui est quand même important puisque cette clause indique que l'autocéphalie ne pourra être accordée qu'une fois la réunification de toutes les églises orthodoxes ukrainiennes accomplie et qu'un primat aura été élu à la tête de cette église unifiée. Ouais. Et c'est là que le joli petit plan de Porky est en train de se casser la gueule. Sur la réalité, parce que Poroshenko a beau clamer à tour de bras lors de la signature de cet accord que l'autocéphalie était le souhait des Ukrainiens et même d'une partie du clergé de l'UOCMP, en réalité il n'en est rien, puisque les différents diocèses votant les uns après les autres, entre autres Odessa, Kharkov, Kherson, Ravno, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kirovograd et d'autres ont clairement soutenu en masse le métropolite Onufre et son refus de demander l'autocéphalie. C'est pour ça que c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est très dangereux parce que la clause, à mon avis, c'est pas une façon de racheter l'attitude du patriarche de Constantinople. Hein. C'est à mon avis pour pousser. Je pense qu'il sent bien qu'il est en train de marcher sur des œufs et que là il risque de faire face à une fronde générale des églises orthodoxes. C'est pour ça que je pense qu'il a inclus cette clause pour essayer de légitimer en fait la démarche. Ou alors c'est pire. Ou alors c'est pire, c'est-à-dire qu'il veut pousser
les autorités néo-nazis, parce qu'il n'y a pas de, il faut pas avoir peur des mots, hein. Les autorités, voilà, à s'en prendre directement aux religieux, les forcer à accepter, mais par la violence. Il y a déjà eu des menaces de violence, tentatives de les amadouer, hein, en leur promettant monts et merveilles au sein de la nouvelle Église unifiée, mais enfin ça n'a pas bien marché, hein. Ils n'ont pas réussi à briser l'unité de l'UOC-MP. Hein, j'ai regardé entre le vote d'Odessa, ils étaient plus de 400 à voter, hein. Il y en a à peine, je crois, 3 ou 4 qui ont voté pour demander l'autocéphalie. L'écrasante majorité a dit non, on soutient le métropolite ONUFRE, hors de question de se lancer dans cette mascarade. Donc, je veux dire, c'est quand même parlant. Preuve en tout cas du climat délétère dans lequel ces votes ont eu lieu à Dnipropetrovsk. Celui-ci a eu lieu sous surveillance de la police et du SBU pour éviter des clashs. Ah oui, carrément. Ouais, parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou ne participe pas à cette réunification, alors l'autocéphalie ne peut pas être accordée à l'Ukraine. Et comme l'a souligné Karine Béché-Golovko, la tentation devient alors grande pour Kiev d'éliminer physiquement ceux qu'elle ne peut pas faire plier à ses desiderata. Oui. Et quoi de mieux alors que de désigner le métropolite ONUFRE et ses hiérarques comme des agents du Kremlin, hein. Je rappelle que lui-même et plusieurs d'entre eux sont déjà sur le site Miro-Dvorets, et que cette déclaration de Poroshenko peut être vue comme un feu vert accordé à tous les néo-nazis du pays pour faire ce que le président ukrainien ne peut pas faire lui-même de manière officielle, c'est-à-dire supprimer la variable qui pose problème dans l'équation en éliminant le primat et ses hiérarques les plus importants. Et pour ceux qui croient que mes paroles sont exagérées, il suffit de voir le très joli, entre guillemets, lapsus révélateur qu'a fait un des archevêques de Constantinople, Job de Telmessos, à propos justement de l'UOC-MP. Donc il a donné une interview à la BBC, dans laquelle ce monsieur prend ses désirs pour la réalité, puisqu'il nous a quand même sorti que du point de vue canonique, aujourd'hui en Ukraine, l'UOC-MP n'existe plus. Ah tiens, première nouvelle. Tous les évêques d'Ukraine sont maintenant évêques de facto du trône œcuménique et ils doivent maintenant attendre la directive du patriarcat œcuménique sur leur fonctionnement ultérieur. Donc pour ce monsieur, la décision du synode du patriarcat de Constantinople aurait soi-disant aboli la juridiction de l'église russe sur la hiérarchie ukrainienne, de sorte que tous les évêques orthodoxes d'Ukraine sont désormais considérés comme ministres du trône œcuménique, quelles que soient les 3 églises où ils officiaient auparavant. C'est du délire total. Ah ben, je pense qu'il a dû recevoir une boîte de chocolat magique de Poroshenko. Je pense qu'il y a plus qu'une boîte là, hein, parce que non, Constantinople n'a en aucun cas le droit d'abolir la juridiction de l'église russe ou que ce soit. En fait, Constantinople, ils ont juste créé une stavropégie, c'est-à-dire une église parallèle. Mais l'UOC-MP continue d'exister. Constantinople n'a en aucun cas le droit d'abolir la juridiction de l'église russe ou que ce soit. Non. Constantinople, je sais bien hein, que Bartholomé se prend pour le pape orthodoxe qu'il n'est pas, et ses propos d'ailleurs le montrent, hein, mais Constantinople va pas pouvoir se débarrasser comme ça de l'épine que constitue l'existence même de l'UOC-MP en Ukraine. Non. Constantinople n'a pas le droit de dire ah bah non, maintenant l'église orthodoxe ukrainienne canonique n'existe plus, quoi. Là, ils vont faire grincer les dents chez un paquet d'autres églises autocéphales. Ils vont pas se faire des copains, là, hein, que ce soit en Serbie, à Antioche ou ailleurs. Hein. Et en tout cas, pendant que Poroshenko jette de l'huile sur le feu, les paroisses de l'UOC-MP, elles s'organisent hein, pour faire face aux tentatives de prise de contrôle violente de leurs églises par des groupuscules ultranationalistes ou néo-nazis ukrainiens. Sur certaines églises, ce sont des groupes de paroissiens qui se relayent, parfois ce sont des groupes de sécurité qui sont employés par les églises et parfois même la police qui joue ce rôle de protection pour les sites les plus importants comme le fameux monastère de Pechersk à Kiev. Alors pour ceux qui se disent ouais mais bon c'est des bisbilles pour des motifs politiques ou futiles et gna je vous encourage à aller lire un article en français sur la fresque néo-nazie que Philaret, donc le pseudo-patriarche de Kiev, a béni, là, le patriarche des schismatiques. Et puis ensuite, allez lire une interview du métropolite ONUFRE et vous verrez le gouffre intersidéral qu'il y a entre les deux primats. Ouais. Les propos ne sont pas du tout les mêmes. On mettra dans la description le lien vers mon article qui reprend tous ces liens-là et vous pourrez ensuite aller suivre les différents liens. Parce que si le métropolite ONUFRE est un véritable chef spirituel, Philaret montre chaque jour qu'il n'est qu'un politicien néo-nazi paré des attributs vestimentaires du clergé. Ouais. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a un gouffre infranchissable qui sépare les églises orthodoxes ukrainiennes. Alors que l'UOC-MP, donc du patriarcat de Moscou, s'occupe du salut des âmes, l'UOC-KP, donc du patriarcat de Kiev, s'occupe, elle, de bénir des néo-nazis et leurs œuvres, entre guillemets, qu'elles soient guerrières, génocidaires ou pseudo-artistiques.
Puis là, avec le signal que Poroshenko a adressé aux ouailles de l'UOCKP, je ne parle même pas du fait que le risque qu'éclate une guerre de religion en Ukraine, là, ça a grimpé d'un bon cran quand même. Hein. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui y croient pas et qui se disent non, c'est pas possible. Mais quand on commence à jouer avec de l'essence et des allumettes, venir dire qu'il n'y a pas de risque de déclencher un incendie, c'est un peu du vœu pieux quand même. Hein. Oui. Alors si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, celui-là j'ai hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev. Mais bon, comme le député en question a fait sa déclaration sur le ton évident de l'ironie, j'ai décidé de le garder dans la partie sérieuse. Donc c'est Sviatoslav Piskoun, ex-député et ex-procureur général d'Ukraine, qui a exposé à la télévision son projet pour faire revenir la Crimée dans le giron de Kiev, tout en précisant d'emblée que ça serait impossible dans un proche avenir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il plane un peu quand même, hein. Son projet c'est un peu à la ramasse, quoi. Mais bon. Puisqu'il a balancé, il ne faut pas mentir et faire ce que font nos agences de propagande en promettant un prochain retour. Donc c'est bien, il dit lui-même qu'ils ont de la propagande en Ukraine. Ne comprenons-nous pas que nous ne reprendrons pas la Crimée dans les 10 à 20 ans à venir? Donc il a estimé que l'Ukraine devait s'adresser à la Cour internationale pour exiger des indemnisations de la part de Moscou. Mais bien sûr. Voilà. Il a dit restituez-nous nos biens, on y avait des terres, des maisons et des affaires, tout, vous voulez la Crimée, payez des milliards. Voilà, le présentateur a demandé si après cet éventuel remboursement, l'Ukraine serait prête à oublier la Crimée. Alors là, il est parti dans son délire. Alors celui pour lequel j'ai hésité de sortir ça pendant ce temps-là à Kiev, parce qu'il nous a assuré qu'après les Criméens voudraient rentrer en Ukraine de leur propre gré. Ah oui, à pied même. Oui, tout à fait. Il a sorti dans 3 ou 4 ans, la population de Crimée, Tatars, Russes et Ukrainiens descendront de nouveau dans les rues pour dire nous avons vécu avec vous 10 ans, l'Ukraine se développe et vous non, nous organisons un nouveau référendum. Les gens diront qu'ils veulent retourner en Ukraine, c'est ce qu'il a affirmé. C'est bien de prendre ses rêves pour la réalité, mais... Ah oui, non mais là c'est comment je dirais, c'est la 4e dimension, hein. Faut être clair là-dessus. Là, complet. Voilà, bien sûr, ça a été commenté par des officiels criméens, dont Sergueï Tsekov, qui est sénateur de Crimée, qui a dit il faut s'attendre plutôt à ce que ce soit l'Ukraine qui demande à rentrer dans la composition d'un État uni avec la Russie. Dans ce cas-là, nous nous retrouverons effectivement au sein d'un même État avec l'Ukraine. Effectivement, je pense que ce scénario est quand même beaucoup plus plausible que le délire de Monsieur Piskoun. Hein, voilà. Pour lui, c'est la vie même qui obligera l'Ukraine à prendre une telle décision. Le pays guérira toutes ces maladies russophobes et viendra à l'unique conclusion juste, son avenir est lié à la Russie. Il a quand même rappelé que Kiev avait décidé de lier son sort à celui de la Russie en 1654 et il a qualifié la déclaration de Piskoun de rêve impossible de nationalistes ukrainiens. Un autre qui a commenté, c'est Dimitri Polonsky, vice-premier ministre du gouvernement criméen, qui a indiqué pour sa part que le nouveau projet de Kiev était en fait dicté par le désir de piquer de nouveau des sous. Ah oui. Voilà. Donc il a dit Monsieur Piskoun est en même temps l'auteur et le fruit du système existant actuellement en Ukraine. Les dirigeants ukrainiens actuels ne pensent qu'à voler encore quelque chose ou à vivre aux frais de la princesse. Mais personne ne pense aux gens, à leurs souhaits et besoins réels, à leur patriotisme, à leur choix. Les Criméens ne sont pas des objets que l'on peut donner en guise de compensation puis exiger de les restituer. Nous avons fait notre choix et nous ne changerons pas d'avis. La patrie n'est pas à vendre ni à acheter et notre patrie c'est la Russie. Il a aussi rappelé que durant la période où la Crimée appartenait à l'Ukraine, personne n'a développé l'île ni investi quoi que ce soit. Et que par conséquent, les milliards exigés par l'Ukraine seraient plutôt justement les sommes qu'elle devrait aux Criméens pour les années de flétrissement et non le contraire. Ah oui, c'est imparable. Oui. D'ailleurs, les dernières sanctions américaines, ils ont décidé de sanctionner les hôtels en Crimée parce qu'ils font trop de bénéfices. Ils ont décidé de sanctionner le fait de faire des bénéfices liés à l'occupation russe de la péninsule, du délire total. Là, quand on en est là, quand même, je pense que ça il y a un truc qui va être parlant dans quelques temps, c'est les photos satellites de nuit. Tu sais, ces fameuses photos satellites qui permettent de mettre en évidence le recul technologique d'un pays par rapport à son voisin, par exemple, au nombre d'éclairage public, tu vois. Oui, je vois les images satellites qui montrent d'ailleurs des zones comme la Corée du Nord presque absolument pas éclairées. Mais eux, ils sont sous sanction, donc ça c'est assez logique.
Mais on va bientôt se rendre compte que la Crimée et le Donbass vont être particulièrement bien éclairés à côté de l'Ukraine. Ça c'est clair. Surtout que pendant ce temps-là, à Kiev, j'en ai deux. Donc le deuxième, c'est celui pour lequel j'avais hésité, parce qu'il le dit sur le ton de la blague, mais enfin en même temps... Le deuxième, je me suis dit finalement, on va le mettre là. Donc là, j'avais potentiellement 3 là avec le point précédent, donc j'ai dû faire un choix à un moment. Voilà. Ouais. Alors le premier, c'est quand même le loupé magistral de Kiev dans son projet d'arrestation d'un cargo russe, puisqu'ils ont décidé de se venger de la Russie là, après les sanctions de la Russie contre l'Ukraine. Donc ils ont arraisonné dans le port de Mariupol un cargo qui était considéré comme russe. Mais en fait, il s'avérait que le navire appartenait à une société néerlandaise, gérée par une entreprise singapourienne. Juste après l'arraisonnement de ce navire soi-disant russe, le procureur général d'Ukraine, Yuri Lutsenko, l'avait donc qualifié de réaction aux sanctions imposées par la Russie. Mais le portail Timer a révélé qu'il n'y avait qu'un seul russe à bord du navire, qui transportait plus de 3000 tonnes de produits de l'usine métallurgique d'Alchevsk, ville qui est en République populaire de Lugansk. D'accord. Donc là, le portail a noté que dans cette situation, il y avait quand même peu de chances que les autorités ukrainiennes ne causent un quelconque préjudice à la Russie ou aux entreprises de la RPL qui ont produit le métal qui était trouvé à bord du navire. La plupart des membres d'équipage du vraquier arraisonné sont révélés être des Ukrainiens. Et donc, comme on le disait, le navire lui-même appartient à une entreprise néerlandaise battant pavillon du Liberia. Et qui est géré par une société de Singapour. Je te raconte pas le truc, c'est encore des montages. Voilà. Et en plus, la responsabilité des marchandises transportées incombe au destinataire, qui est une société belge. Oh, les pauvres Belges. Je crois que... Ils ont fait la totale. Ils vont avoir des sérieux problèmes, je crois, malheureusement. Ouais, je pense que là, ils vont être bons pour relâcher le navire vite fait. Et puis donc l'autre, pendant ce temps-là, Kiev, que j'avais hésité donc à mettre là, mais bon, finalement, je me suis dit que c'était quand même assez drôle et que ça méritait d'être mis là. C'est que, on avait parlé de l'augmentation du prix du gaz exigé par le FMI pour débloquer un nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Et donc à ce sujet, Victor Pinzenik, membre du comité du budget de la Rada suprême, a critiqué sur sa page Facebook les initiateurs d'un projet de loi visant à instaurer un moratoire pour la population. Donc ils essayent de limiter la casse. Oui. En essayant de faire une espèce de gel des prix pour les habitants. Donc résultat, il a carrément conseillé aux autorités ukrainiennes de cesser de mentir au peuple en proposant d'interdire carrément l'hiver. Oui, c'est une bonne idée, oui, c'est judicieux. Il a ironisé, on sent bien qu'il a ironisé. Donc il a dit peut-être qu'au lieu d'un moratoire sur la hausse des prix du gaz, il est préférable d'interdire l'hiver, alors il n'y aura plus besoin de gaz pour se chauffer. On rappelle que l'Ukraine, en hiver, c'est pas du tout Tahiti, c'est quand même des températures glaciales. C'est pas la Sibérie, mais enfin, c'est un bon échantillon, disons. Voilà, donc je rappelle que depuis le 1er novembre, donc, le prix du gaz pour les ménages ukrainiens a quand même grimpé de 23,5% dans le cadre de cet accord avec le FMI, avec un prix qui sera donc de $305 pour 1000 mètres cubes. Le gouvernement ukrainien assure que le FMI avait demandé une augmentation de 60% du prix, mais qu'ils sont arrivés à trouver un compromis. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une première hausse de 23,5 et puis en fait, ils leur réservent la suite après. Ah ouais, d'accord. Discretos, ils vont leur mettre une deuxième augmentation. Discretos, je suis pas certain, moi, parce que... Voilà, discretos, entre guillemets, quoi. Tu vois, voilà, ouais, parce que quand tu fais une augmentation de plus de 30%, ceux qui reçoivent la facture... voilà, c'est pas très, très discret. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Donc oui, on se rend bien compte que là, c'est le délire à hockey choral. C'est complet. Donc non, l'Ukraine, c'est de pire en pire. Non, les mecs qui sont en train de te dire, oui, la Crimée voudra revenir en notre sein parce qu'on va se développer économiquement. Enfin, vous avez fumé la colle, les mecs, quoi. Enfin, vous avez fumé les chocolats magiques, je sais pas. Mais il faut redescendre sur Terre. Celle dont l'économie va bien, c'est la Russie. Celle dont l'économie va mal, c'est l'Ukraine. C'est pas l'inverse. Il faut redescendre de votre cocotier, les gars. Et il faut arrêter les conneries. Parce que là, non, la Crimée, vous la récupérerez pas. Et je pense sincèrement que les propos du sénateur russe, là, sont très très justes. Je pense qu'il
d'ici quelques années, c'est l'Ukraine qui va demander à réintégrer la Russie. Je rappelle qu'une bonne partie de l'Ukraine d'ailleurs a fait partie de l'Empire russe jusqu'à la révolution bolchevique. Donc hélas, le problème, c'est que la tutelle américaine, à peine discrète, hein, je dirais, fera malheureusement que l'Ukraine va se prendre le mur, hein, parce qu'ils vont pas lâcher. Hein, ce qu'ils veulent, c'est la chair à canon ukrainienne pour envoyer sur le front. Voilà, hein, c'est tout. Puis voilà, donc le Nord Stream 2 avance bien. Il y a déjà 200 km de conduite qui ont été posés. Comme l'a très bien dit Xavier Moreau dans une vidéo récente, la seule inconnue, c'est est-ce que le Danemark va faire le con et puis dire non au passage du tuyau. Apparemment, ça changera pas grand-chose. Hein. Non, ça changera rien. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je dis est-ce que le Danemark va faire le con, parce qu'en fait, si ils refusent que Nord Stream 2 passe dans leurs eaux territoriales, ça fait faire un petit détour au truc, ça change pas grand-chose. Ouais. Mais par contre, le Danemark va s'asseoir sur une partie de la taxe de transit. Ah bah oui, fatalement. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que le Danemark va faire le con, c'est-à-dire va s'asseoir sur ce revenu, ou est-ce qu'ils vont être un petit peu plus pragmatiques comme les Allemands et puis dire bon bah on l'autorise, et puis à ce moment-là le Nord Stream 2 va longer en fait le tube de Nord Stream 1. C'est la seule question existentielle qui reste. Le projet va continuer. Donc là, il n'y a plus rien qui peut l'empêcher. Donc fin 2019, début 2020, l'Ukraine perd le plus gros de son transit de gaz vers l'Europe. Ne restera qu'un petit transit résiduel destiné entre autres pays comme la Slovaquie, qui eux ne pourront pas être desservis par l'Allemagne, mais le gros de l'Europe de l'Ouest sera desservi par Nord Stream 2. Donc ils vont perdre 3 milliards, c'est-à-dire quand même 3% de leur PIB. Oui, bah écoute, ils ont cherché, ils vont trouver, hein. Voilà. Donc ils sont dans la merde. 2019, en plus 2019-2020, ils ont une énorme quantité de dettes à rembourser, parce que beaucoup arrivent à échéance à ce moment-là. Je pense que d'ici là, on aura eu de toute façon le jugement de la Cour d'appel de Londres une fois pour toutes sur les 3 milliards plus les intérêts qui représentent 5 milliards que l'Ukraine doit à la Russie. Le mur se rapproche bien et ils vont se le manger. Donc moi je leur dis, vous pouvez toujours rêver. Et donc ils essaient de grappiller du pognon en exigeant des indemnités pour la Crimée, alors qu'ils n'ont rien fait en Crimée, qu'ils ont tout laissé à l'abandon pendant 25 ans. Bon, les enfants, faut arrêter de fumer, quoi. C'est le problème, hein. L'Ukraine c'est devenu une rapine, une véritable organisation criminelle. C'est les 40 voleurs, quoi, tu vois. C'est détournement. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Demain, donc, je serai observatrice, donc je vais faire le tour de plusieurs bureaux de vote pour aller observer un petit peu tout ça, surveiller le processus électoral. Mais en tout cas, de ce que je vois jusqu'ici, tout se passe selon les règles établies, la constitution de l'RPD, etc. Donc au total, sur les deux républiques, on va être quand même plus de 90 observateurs. On est 48 rien que pour la RPD. C'est pas mal, avec plus d'une vingtaine de nationalités. D'accord. Et pour le côté français, alors je signale que donc nous aurons des personnes que nos auditeurs connaissent peut-être, comme Xavier Moreau, comme Nicolas Mirkovic, Andrea Kotarat. Nous aurons aussi Thierry Mariani, qui vient enfin pour la première fois dans le Donbass. Donc ça sera un événement marquant important. Donc voilà, c'est un événement important, ces élections, et ils peuvent hurler et tempêter que c'est soi-disant illégal, que machin, patin, couffin. Arrêtez vos bêtises, allez relire le droit international. Et donc voilà, donc demain je vais être très occupé avec ça pendant toute la journée. Et donc que nos auditeurs ne s'inquiètent pas si je donne pas trop de signes sur internet pendant la journée, pas avant en tout cas la fin de soirée. C'est normal, hein, donc ça va commencer très tôt demain à l'ouverture des bureaux de vote. Et je terminerai certainement très tard. Donc voilà, quoi. Bonne grosse journée. Bonne grosse journée. Je ferai bien sûr un compte rendu après. Bien entendu, en tant qu'observatrice, je vais pas pouvoir faire comme il y a 2 ans en arrière un vrai reportage vidéo, etc. Je ferai certainement quelques photos, mais ça va être plus un compte rendu en tant qu'observatrice de ce que je
pu voir en termes de déroulement et si j'ai assisté ou non à des violations des règles électorales. Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain SITREP. Pour le 115e, ouais. 115e. Voilà, et je te souhaite une bonne soirée. Merci bien Christelle, bonne soirée également, et puis bon courage pour demain, et avec tous nos voeux de réussite pour ces élections qui sont une véritable on dirait, expérience démocratique, contrairement à celle qu'on a subie nous en France, ou avec les machines électroniques aux États-Unis à plusieurs reprises. Voilà, à très bientôt. Merci Christelle, au revoir.